Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme assez fascinant et très organisé, celui de la fabrication d'une demande d'asile en France. On va voir comment, étape par étape, une simple motivation économique peut être transformée en une histoire poignante de persécution. Pour devenir un réfugié, le plus important est de savoir mentir. Cette phrase, elle est assez directe, n'est-ce pas? Elle vient de nos sources et elle pose d'emblée la logique au cœur de tout le système qu'on va explorer. C'est une sorte de clé de voûte. Alors, voilà notre feuille de route. On va suivre ce parcours en 6 étapes. Ça commence par la porte dérobée vers l'Europe, puis le manuel du passeur, la création d'une fausse identité, la préparation pour la grande performance, ce qui se passe après la décision, et enfin comment certains continuent de déjouer le système. Allez, on commence par le tout début. Et ça se passe bien avant même de mettre un pied en France. Tout part du Népal, où des intermédiaires vendent plus qu'un simple voyage. Ils vendent une méthode, un chemin bien précis et surtout présenté comme plus facile pour arriver en Europe. Et cette fameuse méthode, c'est le visa saisonnier. Alors pourquoi celui-là en particulier? Eh bien c'est simple, il est moins cher et beaucoup moins compliqué à obtenir qu'un visa de touriste classique. C'est la porte d'entrée parfaite et surtout 100% légale pour arriver dans des pays comme la Pologne ou la Croatie. C'est ici précisément que l'histoire bascule. La personne qui est arrivée légalement avec son visa, eh bien, elle va devenir un migrant sans papier. Et cette transition, elle n'est pas du tout improvisée, elle est complètement orchestrée. Concrètement, le trajet se fait en 5 temps. D'abord, on obtient ce fameux visa saisonnier. 2. On arrive légalement en Europe de l'Est. C'est là que des passeurs locaux sont contactés pour l'étape suivante, la traversée illégale, souvent en bus ou en voiture, jusqu'en France. Et puis, l'étape finale, absolument cruciale, détruire son passeport et tous ses papiers d'identité. Faire table rase du passé. Évidemment, ce service a un prix. Pour cette dernière partie du voyage, la traversée illégale, il faut compter entre 600 et 900 euros. C'est une somme qui est payée directement au passeur. On est vraiment dans une transaction commerciale en fait. Une fois en France, un tout autre réseau prend le relais. Là, on parle d'intermédiaires basés à Paris, dont la spécialité est de construire de A à Z une nouvelle identité, entièrement fausse pour les demandeurs d'asile. C'est un travail d'orfèvre, si on peut dire. Et pour ça, ils ont une véritable boîte à outils. Et c'est assez ahurissant. On y trouve de fausses lettres de menaces de mort, des rapports de police ou des mandats d'arrêt contrefaits, des faux certificats médicaux, et même de fausses coupures de journaux qui racontent une persécution inventée. Tout y passe. La question c'est, comment des faux aussi grossiers peuvent-ils fonctionner? En fait, tout repose sur une faille du système. Au Népal, il n'y a pas de base de données numérique centralisée. Du coup, pour les autorités françaises, vérifier l'authenticité de ces documents, même s'ils ont l'air officiels, c'est quasiment mission impossible. Et la fraude ne s'arrête pas aux documents papier. L'identité numérique est aussi complètement remodelée. Le vrai passé, celui qu'on voit sur les réseaux sociaux, les photos de famille, les voyages, une vie qui a l'air stable est méthodiquement effacée. On supprime les comptes ou on les rend privés pour qu'aucune trace ne vienne contredire la nouvelle histoire. On arrive maintenant au point d'orgue de tout le processus, le moment le plus critique, la préparation à Paris pour l'entretien officiel de demande d'asile. Et là, on n'est plus dans le mensonge, on est carrément dans la performance théâtrale. Le coaching est très structuré. D'abord, on construit une histoire qui tient la route, souvent autour de menaces maoïstes. Ensuite, pendant des semaines, on s'entraîne avec des entretiens blancs pour connaître les réponses par cœur. Et puis, il y a le cours d'art dramatique, apprendre à avoir l'air terrifié, à pleurer sur commande pour gagner la sympathie de l'agent. Ça va même parfois jusqu'à apprendre des bases de tibétain à des gens qui ne le sont pas, juste pour qu'ils puissent se faire passer pour des réfugiés de cette communauté. Le décalage entre l'histoire officielle et la réalité des coulisses est saisissant. D'un côté, on a le récit servi aux autorités. J'ai fui la persécution politique, ma vie était menacée, voilà les preuves. Et de l'autre, la vérité. Un scénario écrit par des pros, une performance répétée des dizaines de fois et des documents entièrement faux. Après cet entretien et l'étude du dossier, c'est le moment de la décision. Et là, il y a 2 destins possibles, radicalement opposés, qui attendent le demandeur. C'est tout ou rien. Les conséquences sont tout simplement énormes. Si l'asile est accordé, c'est une carte de résident de 10 ans, le droit de faire venir sa famille, des aides sociales, une nouvelle vie. Si c'est un refus, c'est la plongée dans la clandestinité, le risque d'expulsion, le travail au noir et des solutions désespérées comme le mariage blanc ou des recours juridiques qui n'en finissent plus. Mais ce n'est pas tout. Il y a un dernier acte, peut-être le plus audacieux de toute cette supercherie, c'est la façon dont certains réfugiés, une fois leur statut obtenu, retournent en secret dans le pays même qu'ils disaient craindre pour leur vie. La méthode est plutôt maligne.
D'abord, ils utilisent leurs documents de voyage de réfugiés pour prendre un avion de la France vers l'Inde. Une fois là-bas, ils profitent de la frontière terrestre très poreuse avec le Népal pour passer sans aucun contrôle de passeport. Au Népal, la règle d'or, c'est la discrétion absolue. Pas de posts sur les réseaux sociaux, le téléphone reste éteint. Puis ils rentrent en France par le même chemin. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est qu'on ne parle pas d'initiative isolée. Non, c'est une véritable machine, bien huilée. C'est un réseau international, très structuré, qui a industrialisé la transformation d'une ambition économique en une histoire de persécution cousue de fil blanc, mais crédible. Et tout ça nous amène à une question finale, une question qui va bien au-delà de ce cas précis. Quand un système, comme celui de l'asile, est fondamentalement basé sur la confiance, comment peut-il se protéger contre un mensonge qui est en apparence parfait? C'est une question qui, je crois, reste ouverte.